Alors que vous écoutiez en voiture, à la maison ou au chalet, bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, La Nature selon Boucar est une émission qui fait un lien, qui essaie de tracer une ligne entre la nature et les comportements humains. Merci à ceux qui se sont déplacés ici pour assister à l'émission. Merci à vous. Comme vous l'entendez, La Nature selon Boucar est enregistrée devant un public. On est dans une toute petite salle à l'espace La Fontaine, qui est un magnifique endroit. Si vous êtes à Montréal ou dans les alentours et vous venez au parc, venez ici. Donc, dans une toute petite salle. Pourquoi les parcs? Parce que les parcs, ce sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Et donc, c'est la couleur qu'on voulait donner à l'émission aussi. Ici, Boucar Diouf, et où que vous soyez au pays, merci de profiter de la vie en notre compagnie et bienvenue à La Nature selon... Et pendant l'hiver, chaque espèce se débrouille. On ne pense pas à ça, hein? Parce que nous, on vit dans des bungalows bien chauffés et tout, mais pensez aux animaux à sang froid, l'hiver. Chaque espèce se débrouille comme elle peut pendant l'hiver. L'hiver du Canada se pointe et les animaux qui y résident ont deux possibilités. La première possibilité, c'est de quitter comme font les oies, les canards et les colibris. La deuxième possibilité, c'est celle des durs à cuire qui restent sur place. C'est le cas des éperlans, des orignaux et de tous les Canadiens qui n'ont pas de Winnebago. Pour aller en Floride, bien sûr. Les éperlans, par exemple, qu'on pêche, vous connaissez les éperlans, qu'on pêche sous la glace, pas les poules à mort, là, les éperlans. Les éperlans produisent des protéines antigel qui les empêchent de geler. Donc, dès qu'un cristal de glace commence à apparaître dans le corps, les protéines inhibent sa croissance. Donc, ce qui leur permet de vivre dans des eaux dont les températures peuvent atteindre moins 1 degré. Plus coriaces que les animaux qui résistent au froid, comme les éperlans, qui résistent à la congélation, qui refusent de congeler, en fait, par toutes sortes de moyens, il y a ceux qui tolèrent le gel, comme les grenouilles des bois. Il y a la grenouille des bois, je pense, il y a la renette versicolore, la renette faugrillon aussi, et la tortue peinte à l'état juvénile, ce qui accepte de geler et de dégeler et de repartir. Et quand les températures baissent au-dessus de zéro, les grenouilles peuvent geler pendant l'hiver et dégeler tranquillement. D'ailleurs, je soupçonne certains cégepiens de descendre de la grenouille des bois. Plus que du singe, mettons. Et une fois gelée, vous pouvez mettre une grenouille des bois dans un micro-ondes, vous appuyez sur defrog et... Non, c'est pas vrai ça. C'est une blague, mais la vérité est que l'animal gelé a besoin de dégeler tranquillement pour survivre. La congélation de la grenouille est initiée par des petites particules qu'on appelle des facteurs de nucléation. Et ces facteurs de nucléation, en plus de favoriser la production de microcristaux de glace, contrôlent également la localisation des cristaux. Jusqu'à 65% de l'eau contenue dans l'animal peut se transformer en glace. Toutes les fonctions vitales, dont la respiration, la circulation sanguine et les battements cardiaques cessent de fonctionner. Si ce n'est pas ça, la mort, c'est quoi alors? Et si le sang ne circule plus quasiment, sa concentration en glucose est multipliée par 50. Entre 50 et 100 fois, il accumule aussi du glycérol, qui est un alcool de sucre, pour protéger l'intégrité des cellules pendant la congélation. Bref, la grenouille des bois a réussi la prouesse de suspendre la mort dans la glace, ce qui a fait rêver bien des humains, que voulez-vous? Entre les gens qui ont peur de la mort et ceux qui l'acceptent comme faisant partie intégrante de la vie, il y a aussi ceux qui croient qu'on peut la combattre et la repousser très loin. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que d'habitude, j'invite un ou une spécialiste qui nous parle d'abord d'un animal ou d'une plante. Et cette semaine, je n'ai aucun spécialiste à vous présenter. D'habitude, on essaie d'établir des liens entre la nature et nos comportements. Cette semaine, j'ai plutôt envie de parler de transhumanisme, c'est-à-dire ceux qui veulent repousser la mort le plus loin possible. Alors, dans quelques minutes, je vais m'entretenir avec Stéphane Beauregard, qui veut se faire congeler à sa mort et qui est directeur des communications du Cryonic Institute de Détroit.
Et je vais discuter des avancées du transhumanisme avec la journaliste scientifique Marie-Pierre Elie. Chaque semaine, je vais dans la rue pour demander aux gens leur opinion sur le sujet du jour. Donc, c'est ce que j'appelle le vox pop. Je le fais souvent dans la rue. Mais là, je me suis dit, ce sujet-là, ça n'a pas intéressé tout le monde. Et donc, j'ai décidé de vous poser la question ici en salle et réfléchissez à ça aussi à la maison. Accepteriez-vous qu'on vous congèle à votre mort pour que la science puisse peut-être vous réveiller dans 100 ou 200 ans plus tard? Et pourquoi? Ici. Il y a peut-être deux aspects à ça qui pourraient être intéressants. C'est, bon, tu reviens à la vie dans 100 ans, 200 ans, mais tu as perdu tous tes repères. Ta famille, tes enfants et tout ça, tu es dans une société qui t'est à peu près inconnue. Mais d'un autre côté, ça peut être intéressant aussi. Comment est-ce que la société a évolué? Comment est-ce que tes descendants, ils sont rendus où? Ça peut être une question intéressante. Et que j'aime ça. Il y a comme un silence de mort dans la salle. Ben moi, je pense que c'est... je sais pas, j'y pense, puis plus que je réfléchis, je me demande, est-ce que tout le monde va avoir droit à ça? Tu sais, aujourd'hui, là, c'est une affaire de riche, ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça coûte des sous. Est-ce que ça coûte bien cher? Puis deuxièmement, je veux dire, ça va coûter combien? Je suis bien terre à terre, là, tu sais. Puis est-ce qu'on peut se faire congeler avec son épouse? Tu sais, je veux pas être seul là-dedans, Oui, là. Attends la fin du vox pop. Mais souvent, quand j'ai mal à la gorge. Souvent, quand on se fait si on arrive à se faire congeler, c'est qu'on était au bout de la route. Si on est au bout de la route, quand ils vont nous dégeler, on va être encore au bout de la route. Il va falloir qu'ils nous guérissent. Il va falloir qu'ils fassent... Oui, mais avec toi, je ferais la route n'importe quand. Arrête. Et n'importe comment. Ah, que j'aime ça. Mais au moins, c'est romantique, messieurs, parce que vous pensez déjà à votre conjointe. C'est bien ça. Moi, j'aimerais ça seulement pour voir ce que sont devenus les arrière-petits-enfants de mes enfants, de mes petits-enfants, pour voir comment ils ont évolué dans cette société-là qui est tout le temps en devenir, en dépassement, toute l'évolution de la technologie, tout ça. J'aimerais juste ça pour ça. Ici. Quand on va être plus vieux, on va vivre de plus en plus vieux, on va nous geler vieux en CHSLD et on va nous refaire venir pour être encore plus longtemps au CHSLD. C'est une blague, mais ce que le monsieur disait, effectivement, c'est les riches. Moi, je pense que c'est des gens qui sont peut-être... Là, je vois le monsieur qui dit non, mais moi, je pense que ça ne sera jamais quelque chose de général. Il y aura toujours certaines personnes qui vont être capables de se le permettre, puis aussi une certaine forme d'idéologie. Est-ce qu'on est capable d'accepter de finir? Moi, je pense que oui, puis j'aime mieux me transformer à travers mes enfants que de me transformer nécessairement avec je ne sais pas quoi. Il y a trop d'inconnus encore. Donc, vous, la grenouille des bois, ça vous inspire rien, là? C'est-à-dire que ça m'inspire, mais elle, c'est une survie jeune. Nous, on parle surtout de survie pour quand on est malade ou qu'on est plus vieux, on veut vivre plus longtemps. Elle, c'est une survie pour l'année suivante. Une dernière ici, Annie. Une dernière, là. Je suis peut-être terre à terre, mais je n'irais peut-être pas ça. Mais j'aurais peur qu'en cours de route, que je dégelé. Mais vous, madame, vous redoutez les coupures d'électricité, là. Rassurez-vous, c'est pas Hydro-Québec qui s'occupe de ça, là. Mais c'est pas banal, quand même, ce que vous dites. Alors, merci beaucoup d'avoir tous répondu. Là, maintenant, je vais vous présenter la chose. La résistance, la grenouille des bois, c'est vrai que quand on a commencé à sortir des publications sur ces animaux qui sont capables de geler, puis de dégeler et de partir, ça nourrit un rêve d'immortalité. Et c'est normal. C'est le rêve qu'offre, entre autres. Il y a une compagnie de cryogénie qui s'appelle Alcor, qui est située proche de la ville de Phoenix, en Arizona. Et c'est bien recherché parce que le phénix, dans la mythologie occidentale, c'est un oiseau qui renaît de ses... Bon, vous voyez le truc. Et chez Alcor, le prix, je pense, pour... Stéphane, tu vas me démentir tantôt parce que tu connais ça mieux que moi, mais je pense que le prix pour te faire congeler pour le corps au complet, c'est 150 000. Et pour la tête, c'est 80 000. Et je vous dis que la congélation de Walt Disney, là, dont on parle partout, ça, c'est un mythe. OK? Par contre, Alcor a un client qui est très célèbre dans leur congélateur et c'est Ted Williams, pour les gens qui aiment le baseball. Vous connaissez Ted Williams des Red Sox de Boston, qui est un membre du temple de la renommée.
du baseball, mais il n'y a pas juste Alcor. Il y a aussi d'autres compagnies qui offrent la chose. Et de ces compagnies, il y a la Cryonic Institute de Détroit. Et Stéphane, tu représentes cette institution-là. Veux-tu nous dire c'est quoi exactement ta description de tâche? Bien, tout d'abord, je voudrais te remercier, Boucard, de m'avoir invité dans cette émission. Puis, je peux vous dire que les questions que vous avez eues, moi aussi, je les ai eues, ces questions-là. Donc, moi, je suis le nouveau directeur qui a été élu en septembre dernier. Mon rôle à moi, c'est je m'occupe des communications en français et je suis en charge aussi des réseaux sociaux. Donc, quand les gens ont des questions... Puis, tu es candidat aussi parce que tu as décidé, toi et ta blonde qui est ici, ta magnifique blonde qui est là face à nous. Mon épouse, ma conjointe. Oui, vous avez décidé, vous êtes des membres, vous avez décidé de vous faire congeler. On est bénévole en passant. Oui, on n'a pas de ça. salaire pour ça. On le fait vraiment de bon cœur. On est content de justement informer les gens concernant la cryogénisation. Combien êtes-vous au Québec à avoir opté pour cette façon de finir? Donc, au Canada, on est environ 200 personnes qui ont opté pour la cryogénisation. On parle des deux institutions, Alcor, qui est en Arizona, et The Cryonic Institute. Au Québec, on parle aux alentours de 42 personnes qui ont décidé de faire ce choix-là. Mais j'aimerais rassurer les gens aujourd'hui, on n'est pas des illuminés parce qu'on opte pour ça. La vérité, Boucard, c'est qu'on est des gens très passionnés. On aime beaucoup, beaucoup la vie. On trouve qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réaliser tous nos rêves. Puis, tout à l'heure, je m'en allais t'expliquer quelque chose. Dans les années 60, quand on interrogeait les gens sur la rue comme tu l'as fait, que pensez-vous un jour si on prend un cœur d'un être humain qui est décédé puis qu'on le remet dans une autre personne? Tout le monde dit « Ah, mon Dieu, non, moi, je suis pas pour ça, ça n'a pas de bon sens. » Alors qu'aujourd'hui, notre propre gouvernement nous dit « Signez vos cartes d'assurance maladie, il faut donner nos organes. » Donc, à quelque part, ça a pris quelqu'un qui est allé de l'avant puis qui a osé faire le pas dans ce niveau-là. Mais c'est sûr que la cryogénisation, on est très conscient que ça relève dans le domaine de l'hypothèse, mais la cryogénisation, en réalité, c'est une anticipation, dans le fond, vers le futur. Donc, on aime beaucoup la vie, on prend une chance, puis, à vrai dire, on n'a rien à perdre, dans le fond. OK, là, allons-y concrètement. OK, la dame qui est ici, madame, vous vous appelez comment? Marcel Briand. Bon, Marcel Briand, elle est hésitante, mais je sens qu'il y a quelque chose qui dit que c'est possible. Sauf si ça dégèle. Il y a eu des bonnes questions tout à l'heure aussi à l'arrière. Mettons que tu décides d'appeler chez Cryonic Institute à Atlanta pour opter pour la cryogénisation. Premièrement, c'est à Détroit. OK, à Détroit. Ouais. OK, donc à Détroit. Pour opter pour la cryogénisation, tu fais quoi? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis en place une structure au Québec. C'est que Manus Poirier est maintenant le premier centre funéraire à offrir la troisième option. C'est-à-dire que Mme Briand, si elle se dit, bien, tant qu'à me faire enterrer puis me faire brûler, moi, j'aime beaucoup la vie. Qu'est-ce que j'ai à perdre, dans le fond, d'essayer la cryogénisation? Donc, vous pouvez faire affaire sur place à Montréal avec Manus Poirier. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, il faut devenir membre de Cryonic Institute. Oui. Ça coûte 1 250 $. Ensuite de ça, pour les frais. À Cryonic Institute, ça coûte 28 000 $ et non 150 000 $ comme vous avez entendu avec Alcor. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Puis, une autre chose aussi que les gens ne savent pas, disons que vous changez d'idée puis que vous avez payé ce 28 000 $-là, mais Cryonic Institute va vous rembourser. Donc, il n'y a pas d'attrape, ce n'est pas une arnaque. Puis, Cryonic Institute ne promet pas que ça va fonctionner non plus. Donc, on n'est pas certain que ça va fonctionner. Mais la majorité des gens qui optent pour la cryogénisation, ils payent ça via une assurance vie. Donc, un exemple, si vous avez des petits-enfants, vous avez pris une assurance vie, puis vous leur léguez, un exemple, je ne sais pas, 300 000 $, mais Mme Briand va se dire, je vais me garder quand même 28 000 pour moi, et le reste, je vais l'offrir quand même à mes enfants. Donc, à quelque part, Mme Briand va pouvoir faire la cryogénisation, puis ses enfants ne seront pas pénalisés, dans le fond. Au contraire, ils vont avoir peut-être une chance de la revoir un jour. Donc, c'est quand même super. Allons-y, pratico-pratique. Je te regarde et je regarde ta blonde. Vous portez tous les deux des bracelets rouges. Le bracelet rouge, c'est quoi exactement? Mais c'est-à-dire que le bracelet rouge indique aux paramédics, si jamais je tombe par terre, par exemple, c'est les directives de base. Donc, ils peuvent communiquer directement avec Cryonic Institute. C'est sûr que quand les paramédics vont venir à notre rencontre, par exemple, on est décédé, c'est sûr qu'ils vont faire leur possible pour nous réanimer. Mais le plus important, c'est de mettre de la glace autour de la tête. Ça, c'est très important. C'est d'abaisser la température le plus rapidement possible à 10 Celsius. Il ne faut pas se faire congeler tout de suite. Il faut juste être gardé au frais, dans le fond. Ça, c'est très important.
L'autre chose aussi, nous, on travaille ici en collaboration avec Magnus Poirier, donc ils ont des collaborateurs aussi à travers le Québec qui font partie de l'Association des thanatologues du Québec. Donc, eux, ils viennent nous récupérer. Et là, on est emmené aux installations ici à Montréal. Et là, la procédure qui se passe, c'est qu'on enlève le sang et on le remplace justement par un antigel, un peu comme les grenouilles que tu nous expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc, le produit s'appelle le CIVM1. Et ce produit-là empêche la formation de cristaux de glace. Donc, De grosse taille, tu veux dire. Pardon? D'empêche la formation de cristaux de glace Et de voilà. grosse taille. Puis honnêtement, c'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même un pas. Puis on pense que plus que la recherche va aller dans ce sens-là, puis plus que les gens vont s'intéresser, plus qu'il va y avoir d'avancement là-dedans. C'est sûr, tout ce qui est nouveau, on est tous un peu réfractaires, on trouve ça tout un peu wow, c'est un petit peu, un peu fou. Mais j'aimerais vous rappeler que il y a quelques années, on aurait cru impossible de nombreuses choses. Mon épouse Magali, elle a eu une tumeur au cerveau. Il y a plusieurs années, elle n'aurait jamais pu s'en sortir. Puis grâce à la science et la médecine, elle a réussi à s'en sortir. De toute façon, Stéphane Beauregard, c'est chacun son choix. Moi, je pense que la science se nourrit aussi des rêves. C'est ça. Pour que la science avance, il faut qu'il y ait des gens qui rêvent plus haut. Exactement. Alors, des façons de mourir, il y a maintenant des gens qui se font transformer en diamants après leur mort. Il y en a qui deviennent des récifs artificiels qui font dans les... Et il y en a qui choisissent la cryogénisation. Mais moi, je reviens à la grenouille, OK? La grenouille des bois. Et quand la grenouille se congèle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle localise la glace à l'extérieur des cellules. Elle s'arrange pour faire des petits cristaux de glace. Vous utilisez les cryoprotecteurs comparables. La grenouille utilise des glycérols. Mais comment est-ce qu'on peut congeler un organisme aussi complexe qu'un être humain au complet? La tête, je peux comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr que le corps humain est très, 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 très complexe. Mais là, on parle avec l'idée qu'on a en 2015. Oui. On serait retourné au Moyen-Âge, Boucard, puis on aurait dit un jour, là, on va voyager par avion. Le monde n'aurait même pas pu comprendre c'est quoi ça. Donc, c'est difficile d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que avec la nanotechnologie, par exemple, les cryonicistes, ceux qui optent pour la cryogénisation, on fonde beaucoup d'espoir là-dedans. Si vous ne savez pas c'est quoi la nanotechnologie, c'est la science du tout petit. C'est-à-dire que ça va être un peu comme, pour vous faire comprendre, l'insertion de mini-robots qui vont pouvoir aller réparer à la source ce qui a causé notre décès ou nos problèmes de santé. Tout à l'heure, on disait... je pense que c'était monsieur avec madame, là, c'est voulait être préservé, je pense, dans le même réservoir. Où vous aviez peur du manque d'électricité. Je ne me rappelle pas c'est lequel d'entre vous. Non, lui, monsieur demandait si on pouvait se faire cryogéniser avec sa femme. Oui, c'est possible. Oui. Mais nous, on a signé une entente ensemble. Puis pour revenir au sujet de l'électricité, bonne nouvelle, ça ne prend pas d'électricité pour préserver. C'est de l'azote liquide. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là. De toute façon, Marie-Pierre Elie, qui est journaliste scientifique, est avec nous pour parler de transhumanisme, parce que ça peut paraître très utopique tout ça, mais il y a quand même des travaux qui sont faits sur repousser la mort. Et c'est des travaux qui sont très scientifiques quand même. On ne vous dit pas que demain vous allez vivre jusqu'à 1000 ans, mais il reste qu'il y a des avancées dans la science. Et il va nous parler de ça tantôt. Est-ce que vous avez des questions pour M. Stéphane Beauregard de Cryonic Institute à Détroit, pas à Atlanta? Pas une question, un commentaire par rapport aux nanotechnologies. Je pense que pour moi, c'est un contre-argument en fait de pas du tout aller vers ce type de démarche parce que les nanotechnologies, pour l'instant, il y en a déjà beaucoup sur le marché, on ne sait pas ce que ça fait. Donc, en termes de protection de l'environnement, j'irai vraiment pas vers ça. Bon, bien, je vous remercie de votre commentaire. Bonjour. Bonjour. En fait, je réfléchis pendant que vous parlez, puis il y avait des personnes qui disaient qu'elles n'aimeraient pas revenir en étant trop âgées. Oui, c'est puis très bonne là, question. je réfléchissais, je me disais, bon, ben, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas un morceau d'ADN au lieu de cryogéniser tout son corps? Là, je me disais, l'intérêt, c'est de revenir avec ses connaissances et ses souvenirs. Donc vous y croyez qu'on peut revenir avec tout ça? Et je me demande où est-ce que vous pensez que... Ben là, je sais que c'est une chance, mais qu'on peut revenir juste le corps qui fonctionne, puis plus rien Bien, tout dans le d'abord, cerveau. merci pour cette question. C'est une très, très bonne question. On croit fortement que dans le futur, on va pouvoir réussir à inverser le processus de vieillissement.
Ça commence déjà. Il y a eu des études concrètes là-dessus. Donc, pour ce qui est des souvenirs, c'est sûr qu'on n'est pas certain que notre mémoire longue va rester. Autre chose, c'est que, je pense que c'était monsieur tout à l'heure qui dit, moi, je me vois mal revenir en personne âgée avec mon problème de santé. Un exemple, si je meurs à 70 ans, je vais avoir encore 70 ans. Oui, effectivement, mais on croit fortement qu'on va pouvoir inverser tranquillement le processus de vieillissement, puis amener les personnes avec une apparence entre 40 et 50 ans. Donc, moi, je vois le futur de façon positive. C'est sûr qu'on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Il y a des gens qui ont leur opinion très forte. Je respecte ça. Mais si on regarde les 150 dernières années, c'est toujours des petits groupes de gens très convaincus qui ont réussi tranquillement à faire changer les choses. Une dernière question. La rainette des bois, elle gèle. C'est des milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années d'évolution. Oui. Et elle dégèle. Et on en a la preuve. Je me pose comme question, est-ce qu'on est prêt à se faire congeler tout de suite? Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais moi, quelle garantie que j'ai, en tant qu'humain, en tant que consommateur, de dire le 28 000 ou le 105 000 que j'ai donné, avez-vous des garanties? Est-ce qu'ils ont essayé au moins de faire revenir quelqu'un et de voir si ça fonctionnait? Parce que là, on donne un chèque en blanc. Quand vous payez pour des funérailles, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont bien vous enterrer et qu'ils vont vous garder pendant 100 ans? Mais je vais répondre à votre question. Oui, il y a eu des tests qui ont été faits par 21st Century, l'équipe du docteur Brian Work et Greg Failly. Ils ont fait des tests et ça a fonctionné justement sur un rein de lapin qu'on a pu ramener et ça a fonctionné. Mais la vérité, ça a fonctionné juste 7h30, 7h45. Donc, ça n'a pas été... Ça a été concluant sans l'être trop encore. Mais en même temps, on est au début de quelque chose. Moi, qu'est-ce que je conseille aux gens, là? Si ça a piqué votre curiosité, allez vous informer. Vous allez voir, c'est quand même super intéressant. Ça, c'est très sage, en fait. C'est allez vous informer. Allez vous informer. L'objectif est là. Stéphane Beauregard, je vais te remercier. Je te remercie beaucoup. Je rappelle que tu es le directeur des communications du Cryonic Institute de Détroit et que tu as décidé, avec ta blonde, d'essayer la cryogénisation. Et on va pousser la chose plus loin, de toute façon, avec Marie-Pierre Elie, qui est journaliste scientifique ici. Merci beaucoup de pour nous m'avoir dire invité. les avancées sur le domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Un arrière-grand-père disait « Vous écoutez la nature selon Boucard sur ici Radio-Canada Première ». La mort est une prédatrice qui vide la vie de son sens. Elle détruit le savoir, les compétences et les relations humaines. Cette citation est de Ray Kurzweil, qui est un scientifique de renom, un futurologue et cofondateur de l'Université de la Singularité, qui est hébergé par la NASA et partiellement financé par Google. Vous voyez que ça commence à être sérieux. Kurzweil est une figure de proue du transhumanisme, une science qui essaye surtout de repousser la mort. On va travailler pour la repousser. C'est pas vrai que la mort fait partie de la vie. Ça, c'est la philosophie des transhumanistes. Et pour nous parler de ce sujet qui est si intéressant, j'ai demandé à une fille que j'aime beaucoup, on ne s'est jamais rencontrés, elle s'appelle Marie-Pierre Elie, mais je trouve qu'elle fait très bien de la vulgarisation, je l'ai vue souvent, et de fouiller le sujet pour nous, de fouiller le sujet. Et voici Marie-Pierre Elie, journaliste scientifique. Marie-Pierre, comment tu vas? Ça va très bien. Content de te recevoir à la nature selon Boucard. Est-ce que toi, cette capacité de congeler, de dégeler, de s'en aller, de la grenouille des bois, mais aussi de la rainette versicolore, ça t'a déjà interpellé? Ben, c'est certain que ça m'interpelle, honnêtement. Si et seulement si j'y croyais d'un point de vue scientifique aujourd'hui. C'est que en salle d'opération, on est encore à essayer de déterminer c'est quoi la température de refroidissement optimale pour préserver les cellules du cerveau quand on veut traiter un patient en arrêt cardiaque. Donc, j'ai l'impression qu'on est encore trop loin en ce qui me concerne. Je ne serais pas prête à prendre le risque. Mais c'est vrai que c'est attirant. Franchement, oui. OK. Maintenant, tu vas nous parler du transhumanisme parce qu'il y a un mouvement qui est quand même très fort aux États-Unis, un peu moins ici. OK. Repousser la mort, ouais. Est-ce que... Regardons juste ce qui se fait. Commençons par le Québec, OK? Oui. Est-ce que tu as fouillé pour trouver ce qui se fait au Québec dans cette science? Des chercheurs qui essaient de comprendre qu'est-ce qui explique que passé un certain délai, la nature a dit non, vous allez péter aux frettes, là. Bien, en fait, au Québec, je pense, nos chercheurs sont peut-être moins
mégalomane ou peut-être moins exubérant que ce qu'on peut voir aux États-Unis, où il y a des gens qui clairement s'affichent et disent qu'ils veulent lutter contre la mort comme on lutterait contre une maladie. Oui. La mort, en fait, c'est un processus, hein, on est d'accord là-dessus. Tout n'arrête pas de fonctionner en même temps. Il y a des cellules qui vont briser avant d'autres, Oui. si on veut. Bien, la quête d'immortalité ou la lutte contre la mort, c'est la même chose aussi, c'est un processus. Donc, avant de décider qu'on va rendre les gens immortels, il y a énormément de mécanismes à décrypter, à comprendre. Et je pense qu'au Québec, pour répondre à ta question, les chercheurs sont beaucoup plus là-dedans. Donc oui, il y a par exemple un chercheur à l'Université du Québec à Rimouski qui, lui, essaie de comprendre. Parce qu'il y a des animaux très, très, très inspirants quand on parle d'immortalité. Oui, qui Donc, ont une grande longévité. absolument, on a des palourdes qui peuvent vivre... C'est pas la palourde royale, je vous l'assure tout de suite. OK? Tout autre genre de palourde qui peut dépasser 500 ans. Donc, évidemment, pour un chercheur, c'est fascinant simplement d'essayer de comprendre c'est quoi le secret de ces palourdes-là. Et, bon, on commence à avoir quelques pistes de réponse. C'est certain que c'est moins spectaculaire que de dire on a réussi à faire revivre quelqu'un ou empêcher quelqu'un de mourir. Mais quand même, bon, il y a au cœur de chaque cellule, il y a des genres de petits moteurs là, Oui. qui s'appellent les mitochondries. Oui, absolument. Tu dois très bien connaître ça. Donc, probablement que le secret des palourdes qui arrivent à vivre aussi longtemps se trouverait dans leurs mitochondries. Puis ça, bon, c'est pas si spectaculaire à entendre, mais c'est quand même en faisant des petits pas comme ça, en décryptant certains mécanismes très, 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 très fondamentaux, qu'un jour, peut-être, on pourrait les transposer à l'être humain. Est-ce qu'il existe des cas d'inversion, de réinverser la vie? Des cas chez les animaux où on avance jusqu'à la vieillesse puis on revient jeune encore? Il y en existe au moins un, oui. Les méduses du genre Turritopsis, elles sont capables de faire... C'est un processus qui s'appelle la transdifférenciation. Okay. Donc, c'est un peu comme si un papillon redevenait chenille et redevenait papillon et redevenait chenille. Cette méduse-là, vraiment, est capable de faire ça. Quand elle atteint sa maturité sexuelle, s'il y a quelque chose qui lui arrive, ben, elle peut carrément régresser à l'état de polype, puis ainsi de suite. Puis, donc, on peut vraiment la considérer comme un animal immortel. Et là, encore une fois, c'est certain qu'il y a plein d'équipes de scientifiques partout dans le monde qui essaient de comprendre c'est quoi le secret de cette méduse-là. Marie-Père, il y a deux animaux qui sont très réputés vivre longtemps. Il y a la tortue. Oui. Certaines tortues peuvent vivre 200 ans. C'est très lent. OK? Tortue, on s'entend là-dessus. On est d'accord. Le requin du Groenland. Le requin du Groenland, il se tient au fond, puis il ne bouge pas beaucoup. Et de plus en plus, peut-être que ce qui nous fait vivre, pensent beaucoup de scientifiques, c'est ça qui nous tue. Est-ce que l'oxygène serait nocif pour l'être humain? Respirer tue. On peut presque dire ça comme ça. C'est paradoxal quand même. Hein, c'est très paradoxal. Parce qu'arrêter de respirer... Parce qu'on dit l'air, c'est notre... Mais en réalité... C'est quoi? Ce sont les sous-produits de la respiration. Ben, c'est justement le petit moteur cellulaire dont on parlait. Les tantôt. mitochondries, c'est les centrales énergétiques des cellules, en fait, ce qui fabrique l'énergie qui permet de courir, de chanter, de sauter au plafond ou de fuir quand ta blonde te poursuit avec un bat de baseball. Oui, donc un petit peu comme... Ça m'arrive jamais, OK? Donc, un peu comme le moteur d'une voiture va brûler de l'essence puis produire des déchets au passage, bien, la mitochondrie, ce petit moteur cellulaire-là, lui, va produire des déchets à partir de l'oxygène, des déchets qui s'appellent les radicaux libres. Oui. Et ces déchets-là ont la fâcheuse habitude d'aller se lier à toutes sortes d'affaires et, du coup, bien, ils endommagent nos cellules. Donc, ça, c'est un des multiples obstacles au vieillissement. À entendre parler certains apôtres de l'immortalité, de la lutte au vieillissement, ils font des belles listes là, de... On aurait 7 obstacles à contourner, et puis ça y est, on devient immortel. Mais il reste que c'est pas quand même des hurlus-burlus toute la gang. Je veux dire, quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui évoquent la robotique, la génétique, l'informatique, les nanotechnologies, les neurosciences, les biotechnologies. J'ai parlé de Kurzweil tantôt. Et qui travaille avec l'université qui est hébergée par la NASA. Et lui, il dit, dans quelques années, les ordinateurs vont être plus intelligents que les humains et on pourra probablement copier tout le contenu de l'encéphale d'un être humain, de le copier. Donc, s'il affirme ça, tout ça... lui, c'est loin d'être un hurlu-berlu. Vraiment pas, là. Je veux dire, le gars, il a un CV quand même
assez impressionnant. Il a inventé et il a prédit plein de choses. C'est un grand scientifique, là. Donc, oui, absolument. Et plusieurs des prédictions qu'il a faites se sont concrétisées. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait prédit? Il avait prédit qu'un ordinateur battrait un être humain aux échecs d'ici... Je me souviens plus de ces dates, là, mais je pense qu'il avait dit d'ici 2009. Ça s'est fait 1 an avant. Bref, puis il a inventé toutes sortes de choses, des procédés de reconnaissance faciale, des appareils qui transforment le texte en voix. Donc, non, c'est loin d'être un hurluberlu. C'est un être humain à l'intelligence supérieure. Mais, puis il y en a un autre aussi, Aubrey de Grey, qui a fondé la fondation Methuselah. C'est Mathusalem pour faire, oui. Ouais, le fameux personnage qui a vécu 969 ans. Lui a affirmé, je l'ai vu dans un article, il dit, les bébés qui vont vivre 1000 ans sont nés maintenant. Oui, absolument. C'est quand même un ancien de Cambridge, un informaticien ancien de Cambridge qui dit, les bébés qui vont vivre 1000 ans sont nés maintenant. Ouais. Est-ce que c'est une utopie? C'est probablement pas une utopie. Moi, qu'il soit né maintenant, je sais pas. J'ai un peu de mal avec ça, mais... je pense, sans l'ombre d'un doute, oui, on va pouvoir un jour probablement combattre la mort. Puis là, on va avoir des sérieuses décisions à prendre par rapport à ce qu'on va faire avec tout ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que, quelqu'un comme Aubrey de Grey, par exemple, lui, effectivement, il a identifié 7 obstacles au vieillissement et checklist, il suffit de combattre ça, ça, ça et ça, puis on est en affaires, mettons. Sauf que parmi les obstacles, on doit combattre les mutations génétiques à l'origine des cancers, la production de déchets à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, la perte de cellules qui ne se remplacent pas automatiquement. À un moment donné, prenons les éléments de cette liste-là, un à la fois. C'est déjà la tâche est colossale. Là. Dans plein de labos, on est encore à essayer de comprendre c'est quoi le rôle de telle protéine, comment on active ou désactive tel gène. Donc, je pense que oui, c'est un but vers lequel probablement tout scientifique converge. Mais il y a des choses pas mal plus concrètes à faire dans l'immédiat, des applications plus réalistes avant l'immortalité. Avant d'arriver à l'immortalité. Mais repousser la mort plus loin, je pense pas quand même que... Je pense que l'utopie, il y a un peu d'utopie là-dedans, mais je pense que c'est l'utopie qui fait avancer la science parce que j'ai l'impression... Nos ancêtres au néolithique, là, je pose la question à la façon Beauregard, là, mais les ancêtres qui vivaient au paléolithique, au néolithique, là, 45 ans, c'était très vieux. Ils mouraient, toute la gang. Aujourd'hui, en 80, c'est facile. On doit ça à la médecine. Moi, je pense que probablement qu'on va pouvoir repousser la mort. Peut-être pas à 1000 ans, comme dit M. Debré, mais j'ai l'impression qu'il y a une part là-dedans. Est-ce qu'il faut rêver en science pour aller plus loin, en fait? Absolument. Puis on fait toutes sortes de petites choses spectaculaires. J'insiste peut-être un peu trop sur le côté pratico-pratique il y a un paquet de problèmes à régler avant de vouloir vivre toujours. Mais à chaque semaine, on annonce une percée. Puis ça date pas d'hier, là, dans les années 50. Bon, mettons, je vais vous donner un exemple avec une expérience qui a été faite il y a longtemps et qui a une résonance aujourd'hui. Oui. Bon, dans les années 50, il y a une équipe qui avait cousu une vieille souris pas en forme avec une jeune souris en forme. C'est une procédure, cousue pour qu'elle partage la même circulation sanguine. C'est une procédure comme une autre qui se fait en laboratoire. Oui, absolument. Bon. Donc, et on soupçonnait déjà que dans le sang de la souris jeune et en forme, il devait y avoir quelque chose à explorer. Et de fait, la vieille souris pas en forme s'est mise à aller mieux. La jeune souris en forme s'est mise à aller moins bien. Là, on est dans les années 50. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais on s'entend, c'est il y a pas si longtemps. Oui. Il y a une équipe de l'université Harvard qui a isolé une protéine, la GDF11, si vous tenez à connaître son nom, dans le sang des souris, qui est beaucoup plus abondante lorsque les souris sont jeunes. Et là, ce qui est fascinant, c'est que quand on injecte cette protéine-là aux vieilles souris pas en forme, elles se mettent à produire plus de cellules souches qui sont vraiment à la base de la fabrication de tissus tout neufs. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Je pense que la dame a commencé à être intéressée pas mal. Là. Ça, c'est concret, c'est vrai. Absolument. Puis il y a des équipes qui ont réussi à prolonger la vie d'un tout petit ver, le petit ver Caenorhabditis elegans. Oui, c'est un beau modèle pour ça aussi. Un cobaye de prédilection dans les labos. En interférant justement avec sa mécanique cellulaire, c'est un petit ver qui, normalement, vit 30 jours et on l'a fait vivre jusqu'à 300 jours. Donc, j'hésite à faire un parallèle chez l'humain parce que ça serait un peu douteux comme analogie, mais si on se le permet, ça serait l'équivalent de vivre 800 ans. Oui.
Ah, Mathusalem, on s'approche de Mathusalem, là. Alors, vous voyez, donc, et merci beaucoup, Marie-Pierre Elie. Ça m'a fait Merci plaisir. d'avoir fouillé ce sujet pour nous. Et j'aimerais ça que tu reviennes dans cette émission. Avec plaisir. Oui. Marie-Pierre Elie travaille au Code Chastenay et travaille aussi avec André Robitaille, entrée principale de temps en temps, et bien d'autres choses aussi. Ici Explora aussi. Ici Explora, les capsules de Marie-Pierre, Ici Explora aussi. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, voilà.